Tour de plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour l'émission Tour de plaine, le magazine du monde rural et agricole, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Une émission proposée et présentée par Thème Radio, Radio Campus 3 et RCF au Haute-Marne. Tour de plaine, l'émission du monde rural et agricole. Et avec moi donc dans ce studio, Guy Capet de Thème Radio, bonjour. Bonjour. Laurent Mouzard pour Radio Campus 3, bonjour. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des conséquences des inondations pour les agriculteurs au bois. Les précipitations exceptionnelles de fin mai et début juin ont forcément eu des impacts négatifs sur les prairies et les cultures. Alors comment continuer à travailler quand les sols sont gorgés d'eau et que cela retarde les récoltes d'herbes, les semis, les levées de maïs? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Faustine Déné, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère bovin et ovin-viande pour Alizé auprès de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et Frédéric Lochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Fouchères, mais aussi éleveur et viticulteur, et puis membre de la Chambre d'agriculture de l'Aube et administrateur d'Alizé. Alors avant de parler des solutions, des démarches que doivent effectuer les agriculteurs touchés par les inondations, eh bien d'abord, quel constat, quelles sont les zones qui ont été le plus touchées dans le département ? J'ai envie de dire, il y a un degré divers, toutes les zones du département ont été touchées. Alors c'est vrai que les plus touchés, ce sont les vallées, ce sont les éleveurs, les prairies sont impraticables. Ce qu'on discutait un petit peu avant, c'est on estime qu'à peu près 30% des animaux bovins sont aujourd'hui à l'étable. Parce que les personnes ont préféré, alors soit les prairies sont inondées, et de toute façon c'est pas raisonnable de les laisser dans ces prairies-là, soit parce que les prairies sont impraticables et que gâcher l'herbe, il vaut mieux les rentrer, voilà. C'est quelque chose d'inédit qu'on n'avait jamais vu dans l'Aube, où ça rappelle des événements. Non, justement, c'est que c'est pas très inédit parce que 2013, on est sur le même schéma. Voilà. Donc c'est pas du tout nouveau et ce qui est inquiétant, c'est que ça se répète à intervalles beaucoup plus rapprochés. Et concrètement, pour nos auditeurs, une vache, un bovin qu'on rentre à l'étable, il ne peut pas donc manger dans la prairie. Donc ça veut dire que vous allez taper sur vos stocks de fourrage pour l'alimenter ? Ah bah de toute façon oui, de toute façon c'est aujourd'hui on tape dans les stocks qui ont déjà été amoindris l'an dernier puisqu'avec la sécheresse un certain nombre d'éleveurs quand même ont affouragé, ont donné du foin ou de la paille au pré pour pallier au manque d'herbe et cette année il y a de l'herbe mais ils ne peuvent pas l'exploiter. Qui sont censés les alimenter donc pendant l'hiver, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on a déjà recensé tous les dégâts dans le département, toutes les exploitations touchées ? Toutes non. Là, je ne sais pas si Faustine a plus d'éléments. On avait une autre conjoncture que nos conseillers avaient fait au 1er juin au sein d'Alizé. Et on estimait qu'à l'époque, il y avait déjà 700 hectares de maïs non semés. Donc, c'était au 1er juin. Donc, aujourd'hui, de toute façon, ils ne sont pas semés. Et on ne sait pas combien d'hectares aujourd'hui vont être semés parce que inondés, parce que pourris, ou aussi les parties de parcelles qui, de toute façon, dont on sait que le potentiel ne sera pas loin d'être à 100%. Voilà. Quelles sont les vallées les plus touchées dans la région ? Vallée de la Seine, de l'Aube Pratiquement toutes les vallées. Moi, je connais la vallée de Lezin, la vallée de la Sarce. Voilà, toutes les vallées sont de toute façon impactées. Concernant les animaux, on sait qu'il n'y a pas eu trop d'animaux noyés. Non, aujourd'hui, on n'a pas de cas d'animaux noyés. Les éleveurs, principalement, ont tous raisonnablement rentré les animaux en temps et en heure pour les mettre à l'abri. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait l'eau, un sol gorgé d'eau, un sol inondé, qu'est-ce que ça fait sur les cultures ? De toute façon, alors vous avez les sols gorgés d'eau, même si l'eau n'est pas en apparence sur le sol, c'est que le sol est gorgé, donc il n'y a plus d'alimentation ou une très très mauvaise alimentation des plantes, que ça soit de la parie, du maïs, de la vigne, toutes les plantes sont dans ce même schéma. Donc on a des plantes qui sont beaucoup plus fragiles, donc, alors qui ne poussent plus, qui ont un potentiel amoindri, mais en plus qui sont fragiles, donc elles vont choper toutes les maladies qui vont passer. Donc cette année, on parle des céréales, c'est vrai qu'elles sont globalement moins impactées sur le département. Quantitativement, je pense, mais qualitativement, oui, on a ce qu'on appelle des maladies de fin de cycle. Donc ils sont venus et on a aujourd'hui des blés qui sont plus verts, enfin les épis qui sont plus verts, des blés qui sont blancs, donc vont avoir une qualité, la qualité du grain va être très impactée. Vous, par exemple, vous qui êtes agriculteur à Fouchères, vous avez vu déjà des résultats sur votre exploitation ? Quand on discute en agriculteur, on ne va plus beaucoup dans la plaine parce que, déjà, les chemins ne sont pas très praticables et puis le moral. Mais voilà, il suffit de passer au bord de la route pour voir tout de suite que les épis, il n'y a pas besoin d'aller loin dans le champ pour voir que les épis n'ont pas une belle couleur, n'ont pas la couleur de d'habitude. Et quel est votre état d'esprit justement en ce moment ? Comment font les agriculteurs pour faire face actuellement ? Je ne sais pas. Ils se disent ça ira mieux demain. Non, c'est vrai qu'honnêtement, voilà. Alors après,
Il y a le côté intellectuel, et ça, je pense que les agriculteurs, mais je pense aussi, même s'ils sont moins impactés, mais celui qui peut pas tondre ce gazon, celui qui a un jardin, je pense qu'il est aussi moralement, ça doit pas être simple. Mais nous, c'est taille XXL, puisque c'est sur des grandes surfaces. Bon, après, si la structure économique de l'exploitation est bonne, on se dit, de toute façon, on passera l'année. Après, par l'ensemble d'exploitants, et beaucoup dans l'élevage, qui donc ont la crise de l'élevage, c'est-à-dire au niveau des cours, et qui, l'an dernier, ont eu la sécheresse, et cette année se payent les inondations. Là, je sais que les structures économiques sont très fragilisées, et pour les plus fragiles, va se poser le problème humain de continuer l'activité, de passer l'année. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont diversifié leur activité, c'est ça? Ceux qui font de l'élevage, qui font de la grande culture, qui font... C'est votre cas, d'ailleurs. Ouais, c'est votre cas. Peut-être. Alors, c'est vrai que faut tu sais, le côté viticole sur mon exploitation apporte beaucoup. Même si aujourd'hui la vigne dans l'Aube a beaucoup souffert du gel, et on est sur des potentiels qui sont pour certains à 20% d'une récolte normale. Mais on a un support économique là qui est énorme. Par contre, la diversification pour d'autres exploitations, je ne sais pas, parce que quand vous voyez l'état de la plaine pour beaucoup de cultures, ce que je vous disais, c'est une culture comme les pois d'hiver, qui est une culture qui s'est lancée il y a une vingtaine d'années. Il y en a eu un peu plus de fait cette année, au sein de la coopérative de Vivesios, et 90% des surfaces ne seront pas récoltées. Les pois sont depuis 10-15 jours complètement noirs, et il ne faut pas espérer récolter quoi que ce soit. Vous, Faustine Déné, vous êtes conseillère donc bovin et ovin viande auprès d'Alizé. Alizé, c'est une structure fondée par les 3 chambres d'agriculture de l'Aube, du Loiret et de l'Yonne. Quel a été jusqu'ici votre rôle, du coup, face aux problèmes qui touchent les agriculteurs ? Alors jusque-là, Alizé en fait a fait en sorte de mobiliser ses compétences pour pouvoir répondre aux éleveurs dans la crise, et donc pour ça ils ont mis en place un système. Donc en fait à Alizé, les éleveurs ont la possibilité de contacter 2 personnes qui sont basées à Migène, donc dans l'Yonne, qui peuvent à leur tour réorienter en fonction des questions, en fonction des départements, les éleveurs vers tel ou tel expert. Donc par exemple, on a un conseiller fourrage à Alizé qui peut intervenir dans les 3 départements pour aider les éleveurs à faire le point sur leur stock fourrager, sur la qualité des fourrages, et trouver des solutions pour la suite et pour passer l'hiver 2016-2017. Ouais, le changement du mode d'alimentation des bovins a des conséquences sur la viande ? Alors, si c'est anticipé, les éleveurs, les bêtes peuvent faire face à un changement d'alimentation, on fait des transitions. Après, c'est plus que l'éleveur, en achetant des coproduits, alors si c'est des coproduits, de l'achat d'herbes qu'il n'avait pas l'habitude de faire, ça impacte... c'est son budget. Ça impacte l'économie de la structure. On cherche depuis plusieurs années à tendre vers l'autonomie alimentaire pour diminuer les charges de la structure, mais quand l'éleveur doit faire face à de l'achat de coproduits, quand tous les éleveurs qui plus est de la région achètent des coproduits, les prix ont tendance à monter. Oui, parce que si sa viande est de mauvaise qualité, il aura plus de difficultés pour bien la vendre. Les changements d'alimentation impactent peu sur la qualité de la viande ou même la croissance, puisque de toute façon, si on change d'alimentation, on fait quand même en sorte de respecter les besoins de l'animal, et la viande n'est pas impactée, ni la croissance, mais par contre c'est le budget de l'exploitation agricole qui trinque. Ouais. Sur le lait, ça change quelque chose ? Alors c'est quand même la production laitière, c'est un peu particulier. On a quand même les vaches laitières, c'est des athlètes. Donc, les changements alimentaires sont un peu plus difficiles à gérer. Et puis, c'est des systèmes qui sont bien souvent basés sur le maïs. Et donc, toute la mécanisation de l'exploitation est quand même basée sur un système maïs. Donc, quand il n'y a pas de maïs, l'exploitation n'est pas forcément adaptée à un nouveau système d'alimentation. Les vaches non plus, qui produisent quand même beaucoup. Donc, et puis avec en face un prix du lait qui est au plus bas, c'est assez compliqué à gérer pour les éleveurs laitiers. Donc là, vous êtes sur le pont, vous avez été particulièrement sollicité. Vous pouvez nous donner un petit peu des exemples de situations là, que vous avez pu rencontrer ? Alors, moi, je suis essentiellement les éleveurs bovins et ovins viande. Donc, en bovin, c'est beaucoup d'éleveurs qui ont dû rentrer leurs animaux, comme Frédéric. Donc, déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
c'est taper dans les réserves. Voilà, pour taper dans les réserves, mais Mhm. ça a été aussi beaucoup de temps. Alors déjà, quand on a des bêtes qui sont rentrées, c'est de l'astreinte quotidienne supplémentaire. Mhm. Il a fallu repailler des stabulations qui avaient été vidées, désinfectées. Et puis, à côté de ça, on a aussi des parcelles qui ont souffert. Donc, les bêtes, certaines sont encore dedans parce qu'ils n'ont pas pu les rentrer. Donc, une production fourragère qui va être faible en quantité et en qualité. Parce qu'aujourd'hui, les foins ne sont toujours pas faits. Donc, on a des foins qui vont être de mauvaise qualité, moins d'énergie, moins de protéines. Donc, et puis, ça impacte aussi sur les prochaines coupes de foin pour l'année. Alizé a aussi publié un dossier spécial pluie justement pour guider un peu les agriculteurs pour faire face aux différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. On va en parler juste après la pause musicale. Tour de plaine, l'émission du monde rural et agricole. Vous écoutez donc l'émission Tour de plaine, le magazine du monde rural et agricole en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences des inondations pour les agriculteurs au bois. Nous sommes avec Faustine Déné, conseillère bovin et ova-viande pour Alizé et la Chambre d'agriculture, et Frédéric Lochet, agriculteur à Fouchères. Alors, Faustine Déné, quelles sont maintenant les démarches que les agriculteurs peuvent entreprendre ? Alors, d'un point de vue technique, pour pallier aux soucis de stock fourrager auxquels ils vont être confrontés, c'est donc ce qu'on disait à l'instant, l'achat de coproduits, voire l'achat d'herbes sur pied aussi. Les éleveurs ont la possibilité d'acheter, s'ils trouvent, de l'herbe sur pied. Donc, c'est pour ça que la FDSEA, donc le syndicalisme de l'Aube, a mis en place une bourse au fourrage pour recenser en fait toutes les parcelles qui pourraient être fauchées, qui n'ont pas été trop impactées par ces intempéries. Et puis, une autre solution que le conseiller fourrager d'Alizé préconise, c'est pourquoi pas l'implantation de cultures dérobées après la moisson, donc, ce qui permettrait aux éleveurs de récolter un peu de fourrage supplémentaire pour faire face à l'hiver 2016-2017. L'idéal, ce serait qu'on soit placé en catastrophe naturelle, c'est ça ? Alors, l'idéal, c'est pas ça qui ferait en sorte de reconstituer les stocks fourragers, mais ça permettrait... Au moins d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter non ? Voilà, c'est ça. D'un point de vue financier, ça aiderait les éleveurs un peu à faire face. Ouais, parce que les assurances ne fonctionnent pas. Non, alors il faut être considéré comme département, enfin catastrophe naturelle, pour pouvoir déclencher cette assurance récolte. Ouais. Et d'ailleurs, la Chambre a lancé une pétition, enfin une motion, signé une motion pour demandant justement le classement en catastrophe naturelle. Tout à fait, parce que, comme le disait Faustine, et puis vous parliez d'argent, Ouais. on a aussi rencontré, les élus ont rencontré la DDT, donc Direction départementale du territoire, sur le côté agricole, en demandant voilà, les mesures. Et si vous voulez, on se heurte à des règlements administratifs et on nous propose du fonds d'allénement des charges, vous parliez de l'argent, alors qu'il y a des choses toutes simples. Aujourd'hui, on pourrait très bien autoriser à faucher les jachères. Aujourd'hui, on nous dit non, les agriculteurs, ils n'ont juste à faire une chose, c'est de déclassifier leurs parcelles en jachères, de les mettre en prairie permanente. Sauf que ça peut impacter administrativement un certain nombre au niveau de la réglementation pour les années à venir. La deuxième chose, c'est qu'au 15 juin, pour toucher les aides-PAC, tous les sols doivent être couverts. On a parlé tout à l'heure, 700 hectares de maïs non semé, estimation, plus tous ceux qui ont été détruits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la DDT, entre guillemets, nous rassure en disant qu'il n'y aura pas trop de contrôle, mais reste qu'aujourd'hui, si l'agriculteur veut être en règle, il n'a qu'une solution, c'est de mettre les parcelles qu'il a prévues en maïs, de les mettre en autre utilisation. Sauf que si c'est en autre utilisation, il ne touchera pas les aides européennes. Donc voilà, donc c'est double peine. Donc il y a ces choses-là. Il y a aujourd'hui, administrativement, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ne sont pas réglés de leurs aides européennes de la déclaration de 2015. Uniquement parce qu'ils ont changé de structure juridique, parce qu'il y a un changement au sein de leur exploitation. En sachant qu'en plus, pour un certain nombre d'entre elles, il peut y avoir des remboursements sur du trop perçu. Donc voilà, et pour l'instant, la réponse, c'est on ne sait pas. Donc vous, votre questionnement actuellement, c'est il y a urgence, c'est ça ? Il y a urgence à trouver une solution. Alors, le fonds d'allénement des charges pour des éleveurs, effectivement, qui n'ont plus de trésorerie, n'ont plus de revenus, oui, ça va être un peu la bouée de sauvetage pour éviter. Pour essayer de passer l'année. Mais pour un éleveur comme moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est 3-4 hectares de jachère, même si, voilà, ça me fait un peu de fourrage supplémentaire qui va compenser la perte, le fait que j'ai rentré mes vaches avec des effourages à un moment donné où je ne devrais pas. Voilà, moi, je peux passer l'année comme ça, mais voilà, c'est... L'appel à la solidarité qu'évoquait Faustine.
Oui, mais on l'avait déjà fait en Ouais. 2013, donc oui, on sait qu'il y a un certain nombre d'éleveurs qui ont un peu de réserve, des éleveurs qui peuvent mettre à disposition du fourrage, voilà, oui, ça peut jouer, ça peut jouer, tout à fait, oui, Le tout à fait. recensement des besoins justement est en cours. La FDSEA a contacté les agriculteurs pour qu'ils expriment leurs besoins, que ce soit en herbe, en ensilage, etc. Indépendamment du processus de la procédure de demande de reconnaissance comme catastrophe naturelle, il y a aussi la possibilité d'obtenir une reconnaissance du principe de la force majeure. Qu'est-ce que c'est ? Justement, c'est que le principe de force majeure, on y est, et pour l'instant, l'administration... C'est un aléa exceptionnel. un aléa J'ai fait exceptionnel, du droit et- il y a très longtemps, mais bon, Et c'est un petit peu ça. là-dessus, comme je vous disais, c'est sur des mesures qui coûtent rien et qui administrativement peuvent soulager les éleveurs, et ben on sent bien que ça bloque, quoi. Alors, on peut objecter que l'Aube ne peut pas le laisser tout seul, peut-être que le ministère, j'en sais rien, mais à un moment donné, il y a urgence, quoi. De toute façon, on est dans l'urgence. Et puis on le disait tout à l'heure, donc ce dossier spécial pluie, publié par Alizé, on y trouve quand même des petites des conseils, un peu un guide pratique. On y trouve des solutions techniques pour pallier au problème de stock fourragé pour l'année 2016. Alors, l'année dernière, c'était pour pallier à la sécheresse. Cette année, c'est pour faire face à la pluie. Où est-ce que les agriculteurs peuvent se le procurer ? Alors, il est sur le site internet d'Alizé et dans tous les cas, les agriculteurs peuvent contacter Alizé directement pour éventuellement avoir un peu plus de conseils auprès du conseiller fourrager ou auprès d'autres experts d'Alizé. Et alors là, on parle un peu de l'urgence, comment faire face. Est-ce que les agriculteurs n'auraient pas aussi un rôle, peut-être, pour faire face à plus long terme aux inondations, peut-être pour éviter certaines situations ? Par exemple, dans le travail des sols ou peut-être la plantation Aujourd'hui, on est en train quand même de voir, en fait, de se dire si les vallées sont des exutoires pour éviter d'inonder les zones habitées, ce que je comprends très bien. Il y a un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas indemniser les éleveurs ? Si vous voulez, les agriculteurs en général, qu'ils soient éleveurs ou non, on se met dans les vallées et on se met dans relativement bonnes conditions au mois d'avril et tout ça, et se retrouve au 1er juin avec... j'ai eu le débat en 2013 où en fait, à quoi servent les barrages réservoirs, que sont les vallées ? Parce qu'aujourd'hui... les gens nous disent, oui, la culture, c'est normal, mais mettez ça en herbe. Mais même en herbe, on s'aperçoit qu'on ne peut plus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que l'agroforesterie, quoi. Je veux dire, replanter les vallées en peuplier ou je ne sais quoi. Donc, mais Le problème, c'est que dans le département, on a beaucoup de vallées en plus. Et voilà, on a quand même un certain nombre de vallées et on a des barrages réservoirs. Il faut faire avec, oui. Ça, on est sur cette chose-là. Alors effectivement, après, vous dites les solutions techniques. C'était presque des intemporels. On disait, un gros bovin... En gros, pour l'hiver, il a besoin de tant de tonnes de matière sèche, de fourrage grossier pour passer l'hiver. On a l'impression de voir que ce chiffre-là, va falloir lui mettre 10, 20, 30%, parce que d'une année sur l'autre, entre les inondations et la sécheresse, on s'aperçoit on aime bien avoir des réserves, mais les réserves, va falloir en faire un petit peu plus. Donc ça a un coût parce que, la trésorerie, et puis c'est le stockage, quoi. Si vous voulez, du foin, il faut qu'il soit... le laisser dehors, bâché... c'est une solution précaire, mais qui ne peut pas être du long terme. Donc après, c'est des bâtiments, c'est des choses comme ça. Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est sur le long terme, on en est là. C'est les intemporels, qu'est-ce qu'on en fait et comment on évolue pour se dire être le moins à la merci des aléas climatiques. Et comment va se comporter le marché alors maintenant ? Les conséquences pour le consommateur ? Alors, ça fait un peu trivial, mais pour les marchés de produits d'élevage, c'est entre guillemets, c'est plié. On sait que le lait, de toute façon, aujourd'hui, alors sauf retournement. Alors, je ne sais pas, avec ce qui est tombé cette nuit, le Brexit, je ne sais pas. Voilà. Mais voilà, sauf retournement, mais c'est vrai que, en discutant les autres, on a dit, personne n'était capable de prévoir la chute du prix du lait et puis de la viande comme ça, qui dit que dans 6 mois, on n'aura pas un retournement qui vient. Bon, voilà. Mais on sait que pour les produits d'élevage, c'est, l'année, elle est pliée avec des prix qui, théoriquement, l'été se tiennent, des fois se redressent. Et là, les indicateurs des industriels laitiers se vont dire, l'été, n'y comptez pas, ça sera même le prix du lait payé aux producteurs sera encore en deçà de ce que vous avez aujourd'hui. Sur la viande, on a une baisse de consommation
Deux, on subit le contre-coup de la crise laitière, c'est-à-dire un certain nombre de vaches laitières qui aujourd'hui arrêtent de produire et donc vont à l'abattoir. Donc là aussi, on est sur un marché extrêmement difficile jusqu'à la fin de l'année. Puis la météo a aussi son rôle à jouer parce que la saison des barbecues est bien entamée. Exactement. Et on n'a pas beaucoup l'occasion de manger des barbecues. Exactement. Ça aussi, on sait que la consommation, le temps n'est absolument pas précis. Et le beau temps peut rattraper aussi la vigne aussi, éventuellement. Ce qui est perdu est perdu ou... Les raisins qui sont pas là, ils apparaîtront pas. On est dans des locaux, mais je veux dire, l'opération du Saint-Esprit, elle fera rien dans ce cas-là. Voilà. Non, la vie. Mais bon, on sait qu'on a une quantité, mais de réserves qu'on a bloquées les années antérieures. Ouais. Sauf qu'il y a déjà des viticulteurs qui ont tapé dedans. Il y a eu des gros épisodes de grêle, 2-3 ans sur le Bar-sur-Aubois. Il y a des gens qui n'ont plus. Voilà. C'est ce qui sauve la viticulture et ce qui sauve les producteurs de champagne, c'est cette fameuse réserve. Pour l'instant, oui. Tout à fait. Merci à tous. Merci Frédéric Clocher, agriculteur à Fouchères et membre de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et merci Faustine Déné, conseillère bovin et au vin viande pour Alizé et la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et puis bien sûr, merci à Guy Capet et Laurent Mouzard pour cette émission Tour de Plaine en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Une émission que vous retrouvez bien sûr en podcast sur les réseaux sociaux. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube.